Nouvelle édition du journal Palais sur RTU. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Les titres. Condamnation de l'homme d'affaires Sébastien Adjavon par la criette. Il a été reconnu coupable d'usage de fausses attestations et escroquerie. Les précisions sont à suivre. Remise officielle des clés du nouveau siège de la Cour constitutionnelle d'un coût global de plus de 2 milliards de nos francs. Le joyau réceptionné des mains de l'entreprise est remis au président de la Cour constitutionnelle. Vaccin contre Covid-19, le Bénin a donné son accord pour le projet de vaccination déjà en cours dans certains pays. Le Bénin se prépare à recevoir ses doses dans les prochaines semaines. Et puis, libération des adolescentes enlevées au Nigeria. Les centaines d'adolescentes enlevées vendredi dernier dans leur pensionnat dans le nord-ouest du Nigeria ont été libérées et se trouvent dans les locaux du gouvernement de Zamfara. Ainsi se présente le sommaire de cette édition du journal Palais. Roland Taumont assure la partie technique. Au micro, Nathalie Alotipa. Bienvenue à tous. Les détails. Condamnation de l'homme d'affaires Sébastien Adjavon par la criette, 5 ans d'emprisonnement ferme avec une amende de 2 400 000 francs CFA. Il a été reconnu coupable d'usage de fausses attestations et escroquerie. Il est aussi condamné à payer près de 90 milliards de francs CFA pour préjudice subi par l'administration fiscale, 60 millions pour des autres préjudices non fiscaux. L'ancien ambassadeur du Bénin près le Nigeria, Moftao Laleye, est aussi condamné par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette à une peine de 2 ans de prison ferme. Il est reconnu coupable dans le dossier d'exportation de volailles vers le Nigeria qui oppose l'État béninois à la société Kajaf Common. Outre les 2 ans de prison, Mouftaou Laleye devra également payer une amende de 400 000 francs CFA dans les caisses de l'État. Les faits se sont déroulés au moment où Komi Koutié occupait le poste de ministre de l'économie et des finances dans le gouvernement de Boni Yaye. Actualité de la criette, toujours inculpé des faits d'association de malfaiteurs et de terrorisme. Le sieur Biodraman Tidjani n'est plus libre de ses mouvements. Après l'audition de ce lundi à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, l'intéressé a été placé sous mandat de dépôt à Apromisrete. Biodraman Tidjani et l'un de ses collaborateurs sont inculpés pour association de malfaiteurs et de terrorisme. En garde à vue depuis le lundi 22 février dernier, Biodraman Tidjani, coordonnateur du parti Les Démocrates, et son collaborateurs ont été placés sous mandat de dépôt à la prison civile de Misrete. Après une première audition à la criette, Biodraman Tidjani a été conduit à la brigade économique et financière avant d'être à nouveau auditionné par le procureur spécial après la criette hier lundi. Une audition au thème de laquelle il a été placé sous mandat de dépôt. Lors de leur audition, il leur était reproché qu'un bailleur de fonds leur aurait promis 100 millions de francs CFA et qu'ils auraient déjà perçu la moitié pour recruter des jeunes au fin de saboter le processus électoral. Des accusations qu'ils ont refutées en bloc. Si Nourenou Atadé et Justin Adjovi ont pu regagner leur famille au terme des auditions à la criette, tel n'aura pas été le cas pour Biodraman Tidjani et son collaborateur. Des chefs d'accusation pèsent sur eux. À noter que Biodraman Tidjani, coordonnateur du parti Les Démocrates, est également un collaborateur direct et très proche de Rikia Madougou, candidate du parti Les Démocrates pour l'élection présidentielle 2021. Cour constitutionnelle, remise officielle des décret du nouveau siège de la Cour constitutionnelle après les travaux de rénovation et de construction. Le site a été réceptionné ce lundi par Joseph Djogbenou, président de la haute juridiction, en présence du ministre du cadre de vie et du développement durable, José Didier Donato. D'un coût global de plus de 2 milliards de nos francs, le joyau réceptionné des mains de l'entreprise est remis au président de la Cour constitutionnelle. Les circonstances de la rénovation des bâtiments de la Cour sont révélées ici par le ministre du cadre de vie et du développement durable, Didier Donato.
qu'il y a un peu plus d'1 an, quand vous m'avez invité à visiter les bureaux de l'ancien siège, nous avions ensemble constaté un état de dégradation très avancé, des conditions inconfortables de travail pour une cour qui souvent travaille dans des conditions de forte pression et de stress. Nous avons pensé qu'il était juste que dans l'alignement avec la politique générale de construction des infrastructures administratives et en attendant la construction du siège de la Cour constitutionnelle à Porto Novo, il était nécessaire d'améliorer substantiellement les conditions de travail. Et avec votre appui auprès du chef de l'État, le gouvernement a pris la décision de lancer un projet de rénovation et d'extension de l'ancien siège de la Cour constitutionnelle que j'ai le plaisir de remettre en vos mains cet après-midi. Le joyau est composé de différents compartiments que nous dévoile ici le ministre. Je voudrais simplement dire que ce que vous voyez ici, c'est à peu près 4300 mètres carrés de bureaux mis à neuf, dont un bâtiment principal tout neuf pour abriter les membres de la Cour constitutionnelle, le cabinet du président, les bureaux du vice-président et des conseillers, le directeur de cabinet, la salle d'audience publique que vous voyez là, la salle de délibération, les archives, l'infirmerie, le poste de sécurité et un parking de 8 véhicules au rez-de-chaussée. La Cour a, en plus de tout ce que j'ai cité pour ce bâtiment neuf, nouveau, 3 complexes pour les secrétaires généraux, un complexe pour la direction administrative, 10 bureaux directeurs, 19 bureaux collaborateurs, j'allais dire une vingtaine, un service d'informatique, une salle de réunion, des salles de dépouillement, des salles de documentation, évidemment une cuisine, un réfectoire et toutes les commodités qu'il faut, Monsieur le Président, pour permettre à la Cour de travailler dans de bonnes conditions, voire de dormir ici en cas de besoin. Le président de la Cour constitutionnelle a remercié au nom des membres de l'institution le gouvernement pour ce joyau. Joseph Djobouin. L'occasion est heureuse de vous remercier, vous-même personnellement, de remercier les membres du gouvernement, de remercier surtout Monsieur le Président de la République d'avoir fait en sorte que le cadre de vie et le cadre de travail de l'institution constitutionnelle se soit amélioré. Comme vous l'avez observé, il y a quelques mois, nous avons ensemble établi le constat de la dégradation avancée du cadre de travail. Et vous vous en êtes préoccupé, le gouvernement s'en est préoccupé, le président de la République s'en est préoccupé. Je prends acte de ce que, quoique confortable, amélioré, le siège définitif reste Porto Novo. Et je prends acte de ce que les mesures seront également prises pour que l'entretien nous soit facilité. J'engage la Cour constitutionnelle à assumer sa part d'obligation dans l'entretien de ces lieux. À l'instant, le président de la Cour constitutionnelle, vaccin contre Covid-19, le Bénin a donné son accord pour le projet de vaccination déjà en cours dans certains pays. Dans une séance d'échange avec la diaspora, le ministre de la Santé, Benjamin Ompati, a confié que tout est fin prêt pour la réception des vaccins. Le Bénin reçoit dans quelques semaines sa première dose de vaccin. Selon le ministre de la Santé, toutes les démarches ont été déjà finalisées par le gouvernement. Les programmations des pays ont été déjà faites, donc dans les tout prochains jours, semaines plus tôt, je peux vous dire que le Bénin aura aussi ses vaccins, assure donc Benjamin Ompati. Selon le ministre, le vaccin de la COVID-19 que le Bénin s'apprête à recevoir fait partie du mécanisme COVAX. Ce mécanisme est mis en œuvre pour garantir à travers l'OMS et autres l'accès aux vaccins dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19. Classement 2020 des pays africains les plus démocratiques de l'Économiste Intelligence Unie. EIU. Le Bénin occupe le 19e rang au plan africain et 102e à l'échelle mondiale. Le pays a perdu quelques places mais demeure dans la catégorie des pays à démocratie hybride avec un score de 4,58 à l'issue de ce classement qui prend en compte 50 pays d'Afrique, excepté les Seychelles, le Soudan du Sud, la Somalie, le Sao Tomé et Principe. Le rapport a fait un état des lieux de la démocratie sur le continent. Au total, 7 pays africains ont des démocraties imparfaites, 14 sont hybrides, tandis que les 28 autres sont classés dans la catégorie régime autoritaire par les UI. Comme les années antérieures, c'est seulement l'île Maurice qui s'est retrouvée dans la catégorie pleine démocratie, suivie du Cap-Vert, du Botswana, de l'Afrique du Sud et de la Tunisie avec une démocratie
parfaite. La lanterne rouge du classement est tenue par la République démocratique du Congo que les EU positionnent comme la catégorie des démocrates autoritaires. Le Bénin est 19e au plan africain malgré son recul de 3 places par rapport à 2019, devançant ainsi les pays tels que la Côte d'Ivoire, le Nigeria et bien d'autres. Selon les experts, le recul démocratique sur le continent est lié à la détérioration de la situation sécuritaire d'un nombre de pays et à la pandémie du Covid-19. L'avancée du djihadisme en Afrique de l'Ouest notamment a entraîné une déstabilisation des États qui ont eu du mal à contrôler leur territoire. Cela a entraîné une détérioration des critères pertinents pour plusieurs pays dans la catégorie fonctionnement du gouvernement, ont précisé les experts. Pour rappel, l'indice de la démocratie de l'EIU donne depuis 2006 un aperçu sur l'état de la démocratie en Afrique. Dans le monde, pour 165 États indépendants et 2 territoires, il se base sur 5 critères, à savoir le processus électoral et le pluralisme, les libertés civiles, le fonctionnement du gouvernement, la participation politique et la culture politique. Ces derniers permettent de classer les pays selon 4 types de régimes, à savoir pleine démocratie, démocratie imparfaite, régime hybride et régime autoritaire. À présent, notre page magazine. Afin d'approfondir les notions reçues lors des activités pédagogiques, l'initiative vient souvent des apprenants de se constituer en groupe d'études. Comment faut-il former les groupes d'études et quelle est leur importance? Suivons ce dossier pour plus de détails. Ces groupes d'études qui fonctionnent souvent les mercredis ou dans les week-ends revêtent d'une grande importance selon Romuald Gagnon, proviseur du lycée Mafori Bangoura d'Abomey. Je vais commencer par dire que l'union fait toujours la force. Les groupes d'études, ça favorise les brassages des connaissances. Donc ce que les uns n'ont pas compris, les autres qui sont dans le même groupe pendant ce travail-là et permettent donc de partager ces connaissances-là pour relever ceux qui sont encore un peu plus bas. Et ça permet également les brassages des épreuves. Parce que chaque apprenant a donc quelques épreuves à la maison qu'il apporte dans le groupe, qu'il amène dans le groupe. Donc les autres qui n'avaient pas vu cette épreuve-là ont la possibilité donc de partager les difficultés que renferme cette épreuve-là. Donc c'est dire que les groupes d'études, c'est pas mal du tout. Vu l'importance des groupes d'études dans l'approfondissement des connaissances, la constitution de ces groupes doit tenir compte de certains critères nécessaires. Jean-Claude Emmanuel Gomez, chef d'établissement, explique. Pour constituer un groupe d'études qui puisse profiter aux uns et aux autres, il est normal que cela ne soit pas un groupe d'affinité. Il faudrait que, parce que lorsqu'on se regroupe, c'est pour échanger, c'est pour corriger les insuffisances des uns et des autres. Et c'est ce qui fait que pour monter un bon groupe d'études dans une même classe, nous savons que X travaille bien en mathématiques, Y voit bien mieux en physique, un autre dans les matières littéraires et consorts. Donc, c'est sur cette base-là que l'on doit former des groupes d'études. Mais aujourd'hui, malheureusement, ce à quoi nous assistons, c'est que nos apprenants, ils s'associent par affinité parce que ce sont des amis et ils pensent que lorsqu'ils vont se regrouper là, au lieu de parler d'études, ils pourront s'échapper aux parents et parler d'autres choses et se consacrer à d'autres activités. Quelques élèves rencontrés à ce sujet renseignent sur le fonctionnement de leur groupe d'études. Nous les écoutons. En étant élève en classe de terminale A, on a créé un groupe d'études dans lequel nous travaillons. On a toujours dit que à travers la constitution de ce groupe d'études, si moi personnellement j'ai à l'instaurer, bien c'est pour permettre à chacun d'entre nous de se retrouver après l'explication du professeur en classe. Et qu'est-ce que je veux dire à travers cela? C'est pour que si l'explication qui a été donnée par le professeur en classe, toujours est-il s'il y a des élèves qui ne se retrouvent pas à travers cette explication, bien lors des groupes d'études, on peut l'échanger et essayer de mieux expliquer pour que chacun de nous puisse comprendre. Toujours est-il que lors des groupes d'études, nous donnons plus de sérieux, c'est le problème fondamental, et de plus aussi les épreuves déjà traitées, que ce soit des bacs passés, des TD antérieurs. Toujours est-il que nous revenons là-dessus et
nous faisons toute une révision générale. Oui, on travaille dans un groupe d'études parce que ce n'est pas tout ce que le professeur dit en classe qu'on comprend en même temps. Donc, arriver dans le groupe, celui qui ne connaît pas explique à d'autres et il y a plus de compréhension. Au plus, on est 4 quoi. Donc, on choisit dans chaque matière ceux qui maîtrisent là. Par exemple, en anglais, celui qui maîtrise, il peut expliquer. Donc, il y a ceux qui maîtrisent des différentes matières là et il apporte sa connaissance aux autres. Non, je ne suis pas en groupe d'études, mais je fais les TDA à la maison. Non, c'est pas que je n'aime pas travailler. Comme je suis à l'internat, quitter l'internat pour venir à l'école ici pour faire les groupes d'études, ça crée un peu de problèmes quoi. Donc, c'est pourquoi j'essaie d'éviter ces problèmes. Pourtant, il y a des groupes d'études qui pourraient constituer une source d'échec aux apprenants, souligne Romuald Gagnon, proviseur. Les groupes d'études peuvent être une occasion de chute pour beaucoup d'apprenants. De chute parce que lorsque le groupe n'est pas bien organisé, lorsqu'on y arrive simplement pour parler du professeur de français qui cherche pour parler du professeur de maths qui s'habille très bien, du professeur de physique qui s'habille très mal, là ça devient un groupe de bavardage, un groupe de divertissement et par conséquent c'est une perte de temps pour l'apprenant. Donc lorsque 10 paresseux se rassemblent pour constituer le groupe d'études, vous comprenez qu'il ne peut pas avancer puisque les voilà tous tortus, donc il ne peut pas avancer. Donc dans un groupe, il faut faire l'effort d'avoir des compétences véritablement. Pour que les groupes d'études qui naissent entre les élèves ne se transforment en des creusets de bavardage ou des clubs de distraction, Jean-Claude Emmanuel Gomez et Romuald Gagnon s'adressent aux élèves. C'est de leur demander, une fois qu'ils se regroupent, ils n'ont qu'à véritablement travailler. Et cela revient donc à travailler suivant un planning. On ne vient pas dans un groupe et on se demande, bon, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Non, tout est planifié à l'avance. De façon individuelle, à leur niveau, ils doivent s'y essayer déjà avant de se retrouver en groupe. Lorsque le groupe est constitué, le rendez-vous est donné et chacun doit faire l'effort d'être ponctuel. Il ne faut pas que les gens viennent en retard pour perturber le groupe. 3. C'est à tour de rôle qu'on doit aller au tableau dans ce groupe-là. Si pendant le premier exercice, c'est Ali qui est allé au tableau, pour l'exercice suivant, c'est Jacqueline qui doit aller au tableau, ainsi de suite. Donc, lorsque les conditions que je viens de décrire sont réunies, il doit y avoir un responsable d'études pour arrêter les dérapages. Dès que quelqu'un commence à parler du professeur de mathématiques, et ça commence à durer, c'est 5 minutes, c'est 10 minutes, il doit y avoir quelqu'un pour dire non, arrêtez. On n'est pas là pour ça. Nous sommes là pour traiter les exercices, nous sommes là pour comprendre le cours, nous sommes là pour nous aider à réussir. Lui, il a déjà réussi, laissons-le. On peut discuter de ça quand on aura fini, quand on sera en route. Le brassage des connaissances entre les élèves participe à leur réussite si le travail des groupes d'études est bien organisé. L'actualité africaine, libération des adolescentes enlevées au Nigeria dans leur pensionnat dans le nord-ouest. Elles se trouvent dans les locaux du gouvernement de Zamfara. Cet enlèvement de mars d'écoliers est le 4e du genre en moins de 3 mois dans le nord-est du Nigeria. Des groupes criminels appelés bandits multiplient les vols de bétail à grande échelle et pratiquent des enlèvements contre rançon. Lors des kidnappings, les bandits ciblent les personnalités publiques ou les voyageurs sur des axes routiers. Mais ces derniers mois, les écoles semblent être devenues une cible lucrative pour ces gangs criminels. Les autorités de Zamfara ont l'habitude de discuter avec les groupes criminels avec lesquels ils négocient depuis plus d'1 an des accords d'amnistie en échange de la remise de leurs armes. Ce sont les responsables de l'État de Zamfara qui avait d'ailleurs négocié la libération en décembre dernier de 344 garçons enlevés par des bandits dans leur pensionnat de l'État voisin de Katsina. À chaque libération, les autorités n'y payaient une quelconque rançon aux ravisseurs, mais cela fait pourtant peu de doute pour les experts en sécurité qui craignent une multiplication des enlèvements dans ces régions minées par l'extrême pauvreté et peu ou pas de tout sécurisé. Et ce nouvel enlèvement de mars avait ravivé le souvenir de rapt de Chibok en 2014 lorsque le groupe djihadiste Boko Haram avait enlevé 276 lycéennes dans une autre région du pays nord-est, suscitant une émotion mondiale. Plus d'une centaine d'entre elles sont encore portées disparues et personne ne sait combien sont toujours vivantes. Mais ces 2 enlèvements sont à distinguer. Les bandits agissent avant tout pour l'appât du gain et non pour des raisons idéologiques, même si certains ont tissé des liens avec les groupes djihadistes dans le nord est du pays. L'autre inquiétude est que la multiplication de ces kidnappings n'aggrave pas
n'aggrave encore la déscolarisation particulière des filles dans cette région qui compte déjà le plus grand nombre d'enfants n'allant pas à l'école au Nigeria, selon l'ICG. À présent, la minute de Covid-19 avec nos confrères de BBC. Bonjour, c'est la Minute Corona de BBC Afrique avec Gaius Kowene. Nous commençons par un regard sur les vaccins. Aujourd'hui, le Nigeria a reçu environ 4 millions de doses de vaccins contre le Covid-19 de l'initiative COVAX. Pendant ce temps, son voisin, le Ghana, a commencé à déployer le vaccin AstraZeneca. Le Ghana a été le premier pays à recevoir les vaccins via l'initiative COVAX la semaine dernière. Et la Guinée se prépare à recevoir 500 000 doses de vaccins Sinopharm en provenance de la Chine aujourd'hui. Quelques bonnes nouvelles pour les Zimbabwéens. Grâce à la diminution du nombre des cas et des décès dus au Covid-19, les restrictions préventives sont assouplies après près de 2 mois. Les écoles sont invitées à préparer la rouverture des classes. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a averti que malgré les progrès réalisés grâce à la diminution du nombre des cas et des décès dus au Covid-19, les restrictions préventives sont assouplies après près de 2 mois. Les écoles sont invitées à préparer la rouverture des classes. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a averti que malgré les progrès réalisés dans le domaine des vaccins, il n'est pas réaliste de penser que le virus sera vaincu cette année. Selon l'OMS, les hospitalisations et les décès, par contre, pourraient être réduits. C'était la Minute Corona de BBC Afrique avec Gaius Kowene. Voilà, ce sera tout pour cette édition du Journal Parlé sur RTU. Roland Taumont a assuré la partie technique. Présentation, Nathalie Alochekpa. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée.